Je m'appelle Jacques Batigny, j'ai 40 ans, je suis le président de Plasticap, c'est une start-up qui vise à récompenser le tri des déchets plastiques. Et pour le sujet aujourd'hui, je suis aussi le papa d'un petit garçon de 3 ans et demi, bientôt 4. J'habite à Ajaccio. Et j'ai aussi une autre entreprise de location saisonnière avec 3 appartements, donc un planning assez chargé. Toujours, je sais pas. J'ai toujours eu un tempérament plutôt. Même quand j'étais salarié, j'avais plutôt tendance à m'investir dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Peut-être même au-delà de ce qui m'était demandé. Donc, plus par choix que par obligation. Mais je sais pas si j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur. Je pense que oui. J'ai longtemps hésité, j'ai essayé plein de trucs pendant mes études. J'ai fini mes études, je devais avoir 27 ans, donc j'ai fait d'abord un doc de biologie à l'époque à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai voulu faire. J'ai fait un an à l'Institut Paul Bocuse. J'ai voyagé pendant un an. Et après, j'ai fait des études en ingénierie du bâtiment à Toulouse pendant 4 ans. Et après Paris, 2 ans et demi. Et après, je suis rentré à Ajaccio. Et j'ai monté mon entreprise au bout d'un an. J'ai travaillé d'abord chez un vendeur de matériaux pendant un an. Mais c'était plus pour des raisons personnelles. J'avais besoin de temps pour gérer des affaires familiales. Et une fois que ces affaires étaient réglées, j'ai monté mon entreprise en 2008, je crois. Ma première entreprise, c'était à 21 ans. J'étais tout jeune et on nous avait... Enfin, mon oncle, à l'époque, nous avait donné en gestion une paillote sur la route des Sanguinaires à mon cousin et à moi. C'est la première fois que je me retrouvais à gérer des salariés, une caisse, des clients. Ouais, ça avait très très bien marché. Comme toutes les paillotes, hein, c'était pas un défi non plus inatteignable, mais non, non, on avait bien travaillé. Donc c'était ma première expérience en tant que gestionnaire, je dirais. On était bien sûr accompagné par mon oncle parce que j'étais vachement jeune à l'époque, et mon cousin l'était encore plus. C'était une première expérience, ouais, tout à fait. Et après, dans mon métier dans le bâtiment, donc avant d'avoir l'entreprise de bâtiment, j'ai exercé la fonction de directeur de travaux dans des entreprises sur Paris. Et j'avais 50 ou 80 ouvriers sous ma direction, quoi, sur plusieurs chantiers. Donc j'ai appris à gérer les ressources humaines, des plannings, des commandes, mais en tant que salarié, quoi. Mais j'étais en train de faire mes études à l'époque, donc ça tombait bien. Et ouais, c'était une première expérience très enrichissante. Mais là où j'ai vraiment développé des aptitudes à l'entrepreneuriat, c'est lorsque j'exerçais ce métier de directeur de travaux. C'était dans une PME et on nous donnait énormément de responsabilités par rapport à notre niveau professionnel. Et donc ça nous mettait face à des problématiques et des enjeux qui nous dépassaient quelquefois et il fallait se dépasser pour pouvoir réaliser ses objectifs, quoi. Et c'était vraiment là la première fois où je me retrouvais avec beaucoup de responsabilités, enfin seul face à beaucoup de responsabilités, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein, je pense. Hein. Je pense intimement qu'on apprend 5% d'un métier à l'école et que les 95% restants s'apprennent sur le terrain, quoi. Et c'est vrai pour beaucoup de métiers, quoi. La première entreprise, l'entreprise de bâtiment, on exerçait partout en Corse, euh, beaucoup plus à Ajaccio, hein, évidemment, puisque c'était là qu'on était basé. J'ai beaucoup appris sur la gestion des ressources humaines, aussi sur la gestion administrative, hein, je dirais tout ce qui gravite autour des entreprises aujourd'hui, les obligations légales, administratives d'une entreprise, la solitude du chef d'entreprise, chose dont on parle très peu, mais
et la responsabilité du chef d'entreprise, hein. Donc c'est plus la solitude face à ses responsabilités. Et oui, c'est vraiment ça qui a été... c'est vraiment quelque chose que j'ai développé pendant cette période, quoi. La capacité à prendre des décisions rapidement, à assumer ses décisions et à les porter jusqu'à la réalisation de ses objectifs. Ça, c'est quelque chose... ben, vous n'avez pas quelqu'un derrière qui va vous mettre la pression pour vous dire il faut que ça soit fait avant telle date, et ainsi de suite. C'est vraiment à nous de nous organiser. Et, ben, dès qu'on fait une erreur, on doit en assumer les responsabilités et trouver des solutions pour réparer cette erreur. Et ça, on est tout seul, quoi. Les conseils, tout ça, c'est bien beau, mais au final, c'est nous qui prenons la décision finale, quoi. Voilà. La création, ça s'est plus fait. J'étais jeune, j'étais jeune entrepreneur. Ça s'est plus fait sur un coup de tête. Et c'est une des premières erreurs que j'ai faites. J'ai pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi au statut, aux choses comme ça. Il fallait, comme si j'avais quelque chose en moi une force en moi qui me poussait à créer cette entreprise. Il fallait que je pilote une entreprise. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir. Et je ressentais vraiment un manque à ce niveau-là. Donc une des premières erreurs que j'ai faites, ça a été de me précipiter, de faire les choses vite. J'ai peut-être pas choisi les bons statuts. Même au niveau du recrutement, je me suis peut-être un peu précipité. La taille des chantiers que je visais, c'était peut-être un petit peu gros. Ça a créé beaucoup de friction au début, beaucoup de prises de tête, hein. Enfin, moi je dis friction, mais voilà, beaucoup de contrariétés, beaucoup de choses comme ça. Ça a fonctionné parce qu'on a travaillé beaucoup et que voilà, on a respecté nos engagements et on a réussi à gagner des parts de marché, hein. Mais voilà, donc ça a été le début d'une longue phase d'erreurs, alors pas que des erreurs, hein, et de réussite. Oh, j'ai appris beaucoup. Je suis devenu plus procédurier. Je fais moins confiance. J'aime pas dire ça de cette manière, mais genre, j'aime bien maintenant, comment dire, contractualiser les engagements qui sont pris lors de réunions, des choses comme ça. Oui, c'est une forme de professionnalisation en fait, hein. Euh, je- C'est le passage de l'entrepreneur enfant à l'entrepreneur adulte, quoi, on va dire. Et ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que sur le terrain qu'on peut l'apprendre, et il n'y a que ben, en se prenant des baffes, hein, régulièrement. Alors trop d'échecs, c'est pas bon non plus, mais il en faut un petit peu. Et en fait, un entrepreneur, pour moi, il va être jugé sur deux facteurs. Ça va être la capacité à prendre des risques et sa capacité à se relever. Et c'est vraiment pour moi les deux piliers de ce que doit être un entrepreneur. Euh, je dois très vite comprendre que j'ai fait une erreur et je dois très très vite réagir face à cette erreur et ne pas rester bloqué. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de ressources, beaucoup de remise en question. Et c'est comme ça en fait qu'on progresse, hein. Par contre, si je fais que des erreurs, évidemment que il faut peut-être que je revoie ma copie et que je change de métier. Mais il faut en faire. Je pense que c'est vraiment nécessaire, hein. Et l'erreur, c'est pas une fin en soi. Alors il y a des erreurs qui peuvent peser plus ou moins lourd sur une entreprise, mais voilà, je pense qu'il y a des erreurs qui sont indispensables à la formation d'un entrepreneur aguerri, quoi. Trouver aussi, c'est trouver les bonnes personnes, quoi. C'est très très dur. Savoir, enfin, un entrepreneur seul, c'est compliqué. Il faut bien s'entourer. Après, bon, tout au long de la vie de l'entreprise, ça s'est bien passé. Ce qui m'a fait fermer l'entreprise, bah, c'est une confluence de beaucoup de choses. Euh, L'ennui, parce que Ajaccio, en termes de taille de chantier, de défis techniques. Voilà, quand j'étais à Paris, par exemple, j'ai travaillé sur la tour CB31. C'était une tour de 220 mètres à la Défense. Donc là, on est face à des problématiques techniques, structurelles, qui sont intéressantes quand on est ingénieur et qu'on cherche des solutions. Ben voilà, c'est pas tous les jours qu'on doit gérer. Par exemple, gérer un approvisionnement d'une tour de 220 mètres quand on a 30 mètres ou 300 mètres carrés d'espace de stockage, c'est un vrai défi. C'est des vraies problématiques, c'est des vraies
remise en question, voilà. Et puis on a vraiment des supports qui nous sont donnés pour nous aider à trouver des solutions, tout ça. À Ajaccio, on va plutôt être, quand vous avez rénové un appartement, c'est comme si vous en aviez rénové 50. Vous avez fait un bureau, c'est comme si vous en avez fait 50. Et au bout de 10 ans d'activité, on refait un peu toujours la même chose. Donc il y a une forme d'ennui qui s'était installée. Ensuite, j'avais aussi... entre-temps, j'avais acheté ces appartements et à côté, je commençais à développer du chiffre d'affaires et donc des revenus. Et en comparaison du temps passé avec l'entreprise de bâtiment et ce que je générais comme revenu et le temps passé à m'occuper de mes appartements et le revenu que je générais, c'était beaucoup plus intéressant finalement de gérer les appartements. Le deuxième facteur qui a joué, c'était l'arrivée de mon fils. J'avais envie de passer du temps avec lui, comme je disais précédemment. J'ai pas beaucoup vu mon père en grandissant parce qu'il travaillait beaucoup, et c'est quelque chose que je voulais pas nécessairement reproduire. Donc j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour l'éducation de mon fils. Et après, il y avait aussi un environnement économique où il y a quand même des... Je parlais tout à l'heure de la culture professionnelle. Il y a des choses qui se passent à Ajaccio qui sont pas évidentes, hein. Notamment les retards de paiement, des clients qui mettent 1 an, 2 ans à vous payer. C'est le chef d'entreprise qui prend sur lui dans ces cas-là, parce que les salariés, eux, sont payés, l'URSSAF, les cotisations sont payées. Celui qui ne se paye pas, c'est le patron. Donc ça devient très vite pesant et démotivant aussi, d'une certaine manière. Donc tous ces facteurs-là ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'avais 37 ans à l'époque, et je me suis dit, si tu dois changer maintenant, et puis j'avais vraiment, depuis même quelques années avant ça, j'avais commencé à étudier énormément tout ce qui touchait aux ENR, donc aux énergies renouvelables. J'ai lu beaucoup de livres, donc recyclage, énergie renouvelable, tout ce qui touchait à l'environnement. Et j'avais envie de me reconvertir dans des métiers liés à l'environnement. Donc j'avais préparé mon CV et tout, machin, tout bien. Et puis quand j'ai dû commencer à prospecter pour des jobs là-dedans, Covid. Et donc là, je me suis intéressé à la finance. Donc j'ai commencé à lire des livres sur la finance. Et puis petit à petit, la crypto-monnaie, la blockchain. Et puis j'ai fait un mix de tout ça, de toutes ces passions, pour créer Plasticap, donc une application mobile qui récompense le tri sélectif grâce à un écosystème construit sur la blockchain. Donc voilà, ça réunit un peu. Alors j'ai pas quitté le poste de chef d'entreprise, mais je fais un métier qui me plaît et donc fort des expériences passées, je prends le temps de bien choisir, de bien m'entourer, de bien choisir mes statuts, de bien voilà. Et j'emprunte un chemin qui est diamétralement opposé, voilà. D'essayer d'être moins seul, donc en m'inscrivant dans des structures comme la M3E, en essayant de présenter des concours, des résidences d'accélération. Voilà, j'essaie vraiment de galvaniser, d'intéresser d'autres structures à mon projet. Ce que je faisais pas avant. Et c'était une erreur. Je me voyais un peu comme ce chef d'entreprise, tout seul sur son bateau, à la barre, et voilà, seul dans la tempête. Alors que finalement, il y a tellement de dispositifs, tellement de gens qui peuvent vous aider, qui vous comprennent, qui vont vous orienter, qui vont, comme tu disais, te faire pivoter. Enfin, c'est vraiment très très enrichissant. Même, je dirais, même humainement, des fois, cette solitude, elle n'est pas que professionnelle, elle est aussi humaine. Vous verrez énormément de gens, quand vous êtes chef d'entreprise, vous conseiller, vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est souvent des gens qui n'ont jamais touché à l'entrepreneuriat, qui ont été fonctionnaires toute leur vie, qui vont vous expliquer comment être un bon chef d'entreprise. Donc il faut savoir écouter ces gens, mais il faut savoir aussi interpréter ce qu'ils vous disent. Et ça, c'est difficile, ouais. C'est une force même.
C'est vraiment la première chose qu'on se dit, c'est voilà, mais comment il va faire pour gérer tout ça? Alors qu'en fait, si c'est bien fait, euh, une chose peut en renforcer une autre. Comme je disais, je passe mes mercredis. Alors le mercredi, je travaille pas, c'est une façon de parler, je réponds au téléphone, voilà, s'il faut faire quelque chose, je vais le faire, hein, parce que j'en ai la capacité, mais je vais passer le mercredi avec mon fils. Quand j'attaque le jeudi à travailler, je suis un homme neuf. Et puis je suis d'autant plus motivé que je me dis, voilà, j'ai envie de faire la fierté. Donc, enfin, comme tout père, comme tout parent, j'ai envie que mon fils soit fier de moi, que voilà, ben, il ait de quoi se nourrir, il ait de quoi, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie. Donc ça passe par le développement de l'entreprise. Et donc ça devient, un enfant devient un moteur, devient une source de motivation en fait pour un entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. C'est vraiment une différence entre les générations, quoi. Mon père aurait certainement pas vu la chose de cette manière, hein. Pour lui, être un bon père, c'était travailler dur, tout le temps. Ramener un maximum de profit à la maison, sécuriser au maximum sa famille. Là où peut-être qu'un enfant aurait peut-être eu besoin de plus de présence, quoi. Mais je ne pas. Enfin, c'était comme ça. Ouais, et c'était pire avant, hein. J'imagine que pour eux, c'était encore pire, quoi. J'ose même pas imaginer comment nos grands-pères ont élevé nos parents, quoi. On est quatre maintenant associés. Donc au début, j'étais tout seul. J'ai écrit un livre blanc, donc un document qui faisait à peu près une vingtaine de pages, dans lequel j'expliquais un petit peu les premières briques de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire, sans pour autant savoir exactement ce à quoi ça allait donner vie. Ensuite, Marc Albert m'a rejoint. Alors au début, pas en tant qu'associé, mais il était très intéressé par le projet. Il avait compris en fait ce que je voulais faire. Et donc, je l'ai pris au début comme prestataire de service, en lui expliquant très clairement dès le départ que ben, je ne pourrais pas le payer si jamais le projet ne voyait pas le jour. Finalement, ensuite, on a été incubé à la M3E, on a eu la bourse French Tech. Entre-temps, Margot Poli qui nous a rejoint. J'avais besoin de quelqu'un au marketing, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Donc plutôt que de me lancer dans des formations, dans les choses comme ça, et répéter des erreurs avant d'apprendre enfin comment ça marche, Margot nous a rejoint. Et ensuite, on a fait appel à un consultant pour nous aider à vraiment structurer le projet, parce que finalement, plus on mettait le nez dans le projet, plus on s'apercevait alors de la portée du projet, c'est-à-dire qu'on pouvait amener des solutions à tout un tas d'acteurs autour de la chaîne de valorisation, mais aussi à la technicité du projet. Et donc on a pris un consultant qui était commissaire européen. On a été très surpris au début qu'une personne avec un tel CV soit intéressée pour nous accompagner sur ce projet. Et puis ça l'a tellement intéressé que finalement il est devenu associé lui aussi. Donc on est très content. Et lui, voilà, c'est vraiment plus de l'advisoring, hein, en termes de finance, comptabilité, tout ce qui est pitch deck, relations avec les investisseurs. Et puis c'est aussi une porte vers l'Europe, parce que c'est vraiment un de nos objectifs avec Plasticap. C'est vraiment d'être très vite scalable, je dirais, dans un maximum de régions dans le monde, quoi. Puisque le problème du plastique aujourd'hui n'est pas un problème national, mais un problème mondial. Et l'idée de Plasticap, en fait, c'est vraiment de créer une communauté autour de le recyclage du plastique qui soit le plus transfrontalière possible. Donc très très vite, on aimerait... alors on a des investisseurs qui sont à Dubaï, on a des collaborateurs qui sont à Nice, d'autres en Suisse. Dès qu'on va sortir l'appli, on va essayer de leur faire télécharger et de commencer à créer des premières communautés un petit peu partout. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient, hein. On est en train de monter un dossier avec Femukui et un fonds d'investissement donc basé à Dubaï, spécialisé dans la blockchain. Donc on est toujours en cours de discussion. Ça avance plutôt bien.
Les choses ont l'air de se présenter de la meilleure des manières, mais ça prend un petit peu de temps. C'est plus des démarches administratives, plus des des points précis dans le contrat, voilà, qu'on est en train de discuter, mais ça avance bien. Ouais. Par contre, une chose que j'ai notée par rapport à ce projet, c'est que depuis le début, pour nous, c'est très facile d'impliquer les gens dans notre projet. Quand on veut présenter une application qui est gratuite et qui est un vecteur de tri, et qui a une portée environnementale, hein, d'une manière générale, très très vite on arrive à intéresser les gens et on a quelqu'un en face de nous qui nous écoute. Et donc on a présenté notre projet à d'autres fonds d'investissement. Malheureusement, on ne rentre pas dans leur thèse d'investissement. Par contre, ils ont tenu à nous accompagner sur d'autres sujets parce que le projet les intéressait beaucoup. Et depuis le début, c'est comme ça. C'est-à-dire, on a beaucoup de facilité à intégrer la M3E, beaucoup de facilité. On est suivi par la CAPA au niveau régional. À chaque fois qu'on présente notre projet à une entité, généralement, les gens ont envie de s'impliquer. Ouais. Ils ont envie de nous accompagner, de nous conseiller, de faire partie de l'aventure en fait. Et c'est vraiment une source de motivation pour tout le monde dans l'entreprise. Donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés jusqu'à maintenant. Quoi. Top. Ouais, non, c'est très bien ça. Ben ça, comment dire c'est... On se couche le soir, on est content quoi. On se dit, bon, ben, s'il y a un mec au fin fond de Dubaï ou au bout du monde t'écoute et te dit, non mais attends, moi je veux monter dans le bateau avec toi, et même si c'était pas enfin, comment dire, si ça fait pas partie de mes objectifs, je veux en être, ben oui, ça fait plaisir, ouais. Carrément, ouais. Puis généralement, bon, c'est pas des gens qui comprennent rien, quoi. Voilà, c'est des gens dont c'est le métier, donc c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Prochaine étape, ouais, là on est, alors en termes de développement, l'application est fonctionnelle, elle marche, hein, les principales fonctions qui vont nous servir justement à récompenser les gens fonctionnent. Là on est vraiment, oui, on les a testés, ça fonctionne, ça y est, notre écosystème il tourne. Il nous reste deux grandes choses à implémenter. La première, c'est tout l'environnement 3D, donc ça on a fait appel à un prestataire. On est très content, hein, comme je disais tout à l'heure. Alors cette personne, on l'a contacté un peu au culot. C'est un développeur 3D qui bosse pour des grands groupes, genre il fait les films de Marvel et tout. Enfin, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais lui envoyer un mail. Au pire, il me répond non, j'en serai au même stade. Bon, il m'a répondu non au début. Hein. Et puis au bout d'une semaine, il m'a rappelé, il m'a dit non, mais en fait, le projet me plaît beaucoup. J'ai vraiment envie, ouais, comme je disais juste avant, en fait, ce projet, il a quelque chose de magique, c'est qu'il arrive à fédérer les gens. Et donc, il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit non, mais en fait, je vais trouver une place dans mon calendrier. Je veux bosser sur ce projet, donc on a une chance énorme, c'est de pouvoir travailler avec cette personne. Il s'appelle Sébastien Tafan, je fais un petit peu de pub. Ouais, non, c'est un mec qui fait les films pour Marvel, qui fait les Game of Thrones, des choses comme ça. Donc, on s'attendait pas à avoir quelqu'un de cette carrure. Donc là, on est en train vraiment, on en est à 90%, on a à 90% fini l'environnement 3D. Et le prochain gros chantier auquel on va s'attaquer, c'est la tokenomie. Donc là, on est vraiment, la tokenomie, c'est la contraction de token et économie. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'ingénierie financière. Donc c'est ce qui va être la création de notre écosystème blockchain. Qu'est-ce qui fait que la récompense que je vais attribuer aux gens qui trient a de la valeur? Quelle valeur elle a? Comment elle capture cette valeur? Et comment elle la redistribue à l'écosystème? Donc là, vraiment, on est sur des aspects financiers, techniques, mathématiques. Et donc là, on a fait appel à une société qui s'appelle DeepFi, qui est basée à Nice, et qui va nous accompagner, voilà, donc à la conception. Et ensuite, on a une phase qui s'appelle une phase de modélisation. Donc on va établir des règles économiques, un peu comme une banque centrale établirait des règles de dilution de sa monnaie. C'est exactement la même chose en fait. Et puis ensuite, on a un travail qui est un travail de modélisation dans lequel on va établir une infinité de scénarios. Et en fait, on va avoir les limites, on va établir les limites de notre écosystème. Alors dans notre cas à nous, ça serait par exemple, qu'est-ce qui se passe si demain on a une explosion du nombre d'utilisateurs? Quel impact ça va avoir sur la valeur du token, de la récompense?
Qu'est-ce qui se passe si demain, par exemple, ou si demain, tout le monde s'arrête de jouer du jour au lendemain? Quel impact ça va avoir finalement sur la valeur? La question, en fait, c'est comme si je dirais, qu'est-ce qui se passe si demain tout le monde s'arrête de dépenser des euros? Quel impact ça a sur la valeur de l'euro? C'est exactement la même chose qu'on va matérialiser. En fait, donc nous, on va euh, modéliser avec des formules mathématiques. Qu'est-ce qui va se passer si demain il se passe tel ou tel événement? Et en fait, ça va nous permettre de voir les limites de notre écosystème. Et de là, on va pouvoir mettre en place des process, des réactions qui vont être automatisées. On n'aura rien à faire. Voilà. Dans le cas où, par exemple, il y a 1 million d'utilisateurs qui s'inscrivent le même jour et que notre système collapse, voilà, sature. Le truc s'éteint parce qu'il y a trop d'utilisateurs. Et qu'on s'aperçoit que finalement, c'est au 990 millième que le truc sature. Eh bien, on va prévoir une fonction dans notre algorithme qui va faire que 900 000 utilisateurs, on va mettre des dispositifs en place pour éviter que le système collapse. Voilà. Donc, voilà, c'est un gros travail. On n'a pas les compétences en interne pour faire ça. Donc, on fait appel à des sociétés dont c'est le métier et qui sont spécialisées là-dedans. Et c'est on apprend énormément. Voilà, ça permet de faire maturer le projet. Voilà. Et c'est vraiment un élément clé, ça, aujourd'hui, dans la blockchain, sur ce marché-là. Plasticap, oui, très rapidement, c'est un jeu mobile qui vise à récompenser le tri des déchets plastiques. Alors, un jeu mobile, c'est large, on va préciser un peu, tout le monde connaît, hein, c'est un genre de Tamagotchi, où il vous sera demandé, si vous voulez nourrir votre avatar, de trier vos déchets. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est mais comment tu sais que l'utilisateur a trié ses déchets? Donc on a mis un système en place où l'utilisateur il a juste à scanner le code barre de son emballage plastique et à être géolocalisé à moins d'1 mètre d'une poubelle pour pouvoir récupérer sa récompense. Donc voilà, quand je dis parler du travail de simplification et d'accessibilité, c'est assez simple. Voilà. On n'a pas trouvé plus simple pour l'instant, donc... il est un peu jeune aujourd'hui, il a 3 ans et demi. Donc on est plus... est-ce qu'il est fier de moi? J'espère qu'il sera. J'espère, ouais. Mais non, aujourd'hui, les considérations de mon fils, c'est plus cacaboudin. Voilà, on est plus dans les Mr. Freeze, les glaces, jouer. Et non, pour l'instant, j'ai pas pu encore lui expliquer exactement ce que je faisais. Je crois qu'il s'en fout un peu d'ailleurs. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de passer du temps avec son papa, je pense. Et, Trop bien. oui, donc à ce niveau-là, je pense qu'il est fier, ouais, ça va.